Bonsoir. Toujours très impressionnant d'être toute petite ici. Merci pour cette belle présentation et merci d'être là, de passer votre soirée avec moi. Promis, on va essayer de rigoler un peu, même si le sujet n'est pas très drôle, on va pas se mentir. Mais donc, comme on l'a présenté, je vous ai mis une belle photo photoshopée de moi. Parce qu'il faut la faut la rentabiliser. Donc comme ça a été expliqué, moi je suis journaliste indépendante, donc tout ce que je vais dire ici, c'est le fruit de mes enquêtes, de mes recherches, mais je suis pas sociologue, je suis pas universitaire, c'est un travail qui est différent, on va dire. Je puise beaucoup dans les sciences sociales et les sciences humaines et universitaires, mais le travail journalistique, il est un peu différent, on pourra en parler si vous le souhaitez. Donc voilà, on va parler de masculinisme pendant à peu près 1 heure, si c'est OK avec tout le monde. Et ensuite, on pourra avoir une session de questions-réponses que vous pouvez vous poser. J'essaie d'actualiser toujours ma présentation au fur et à mesure de l'actualité. Trigger warning, il y aura des photos d'Éric Zemmour. Voilà, je tiens à le dire. Il n'y a pas Elon Musk, je l'ai enlevé. Donc, et il n'y a pas Alice Cordier, je l'ai enlevé aussi. Mais voilà, sachez qu'on va parler de ces personnages-là. Donc voilà, Pauline Ferrari, je suis journaliste. Comme on le disait, mon livre est sorti en 2023. C'est une petite capsule temporelle parce qu'au final, il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où il est paru et maintenant. Ne serait-ce que parce que Donald Trump a été réélu et ça a changé pas mal de choses quand même quand on parle en tout cas de dynamique technologique au niveau mondial, même en termes de modération, etc. Sur les réseaux sociaux. Et forcément, ça a une incidence aussi sur nos réseaux sociaux francophones de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses entre-temps. J'aimerais qu'on commence par savoir un peu, j'ai donné sur ce PowerPoint, on va peut-être commencer par là sur c'est quoi le masculinisme. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi dans cette salle, ça me fait très plaisir. Mais il y a peut-être des gens qui savent pas du tout ce que c'est. Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentrés, vous baladiez à côté de l'université, je sais pas. Mais je vous ai fait une petite sélection de vidéos de mascu. C'est pas les plus violentes, mais je pense que c'est important qu'on se rende compte collectivement qu'est-ce que ça recouvre en fait comme propos. Donc je vais vous passer ça. Promis, il n'y a rien de trigger ou il n'y a rien de trop violent. C'est plus ridicule qu'autre chose, mais ça va nous servir de base un petit peu argumentative pour la suite. Chaque fois, je vais essayer de les mettre en contexte. Ça, c'est un tout petit extrait d'un documentaire pour Combini que j'ai aidé à écrire et qui est disponible en version intégrale sur YouTube et qui s'appelle « Qui sont les masculinistes en France ?» Vous allez voir, c'est quelques minutes de pur kiff. Ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Alors lui, c'est Léo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines, il y a 119 000 abonnés. Il est psychologue de formation, il vend des séances de coaching personnalisées, 300 € la séance, un forum Discord payant. Il a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 €. On a voulu comprendre de quoi il retourne, donc on s'est infiltré sur le Discord pour mater les cours de Léo pendant plusieurs mois. Cours magistral, il répond aux questions qu'on lui pose. On vous a choisi quelques sonores pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vraie soirée entre mecs sur Discord à parler drague. Première scène, un jeune toujours qui pose la grande question: comment on fait jouir sa copine? Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, généralement, détestent ça. Je dis pas qu'elles détestent jouir, mais elles n'aiment pas voir que le mec concentré sur leur désir à elle. Tu vois, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît. Elle a dû jouir, je dirais 2-3 fois, tu vois. Et en fait, je m'en fous. Je te le dis sincèrement. Les mecs, ils ne se rendent pas compte que le plus important, généralement, pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt que elle jouir. Ça, on vous laisse apprécier. 1 minute 30, vraiment. Le reste du documentaire, on s'est notamment, je dis on parce que c'est mes confrères masculins, mais on a passé du temps notamment dans des stages de retour à la masculinité qui étaient animés par des prêtres qui expliquaient comment être un bon époux et un bon amant. Voilà, je vous laisse méditer sur la question. Oui. Ensuite, une belle sélection, il y en a 3. C'est un peu comme c'est un peu comme la machine à sous. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Alexis Chen.
qu'être un homme en 2024 et penser sincèrement qu'il est tout à fait normal de faire 50-50 au niveau du loyer. Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont un problème. Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont perdu leurs repères. Je pense sincèrement qu'ils ont besoin de repères. Et je pense que le féminisme ne les aide pas. Je pense très sincèrement qu'un homme devrait se dire qu'il devrait assumer pleinement, à 100%, son rôle de père et son foyer. Tu ne peux pas être un homme et prétendre qu'il est tout à fait normal que ta copine puisse participer au loyer ou même au niveau du restaurant, peu importe ta dépense. Alexis Chen, c'est élément de contexte. Alexis Chen, de son vrai nom, Isaac. Voilà, parce qu'ils ont tous des pseudos. Alexis Chen, il se définit comme coach en séduction, coach en entrepreneuriat, coach de vie, etc. Peut-être que pour ceux et celles qui suivent pas forcément ces galaxies-là, vous en avez entendu parler au moment de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les jeunes, dans lequel il avait été auditionné et où il a quitté l'audition au bout de 7 minutes 18, plus précisément, à partir du moment où il a été confronté à ses propos. Alexis Chen, il passe beaucoup de temps à faire des lives, notamment sur TikTok, où le fond de sa pensée, il se résume en une phrase, c'est toutes les femmes sont des putes, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà, c'est à peu près la vision du personnage, et lui aussi, il essaye de vendre des formations, un peu comme Léo des Philogines qu'on a vu juste avant, qui lui va se mettre dans une posture un peu plus, j'ai un diplôme de psychologie, je sais de quoi je parle, mais généralement, c'est aussi des formations payantes et un discours, comme vous avez pu le voir, c'est des hommes qui parlent très très vite, qui vont vous noyer sur énormément de mots et qui vont aussi se filmer dans des postures de podcast comme ça, donc souvent avec un micro devant eux. Si vous voyez un homme seul sur TikTok parler devant un micro, il faut fuir. Généralement, c'est un podcast en fait, et soit il parle de crypto, soit il parle des femmes. Donc il faut fuir absolument, mais c'est un signe. En fait, on nous a appris inconsciemment que les personnes qui tiennent un micro, comme là je peux le faire, c'est des personnes dont la parole est légitime. Et donc en fait, le fait de se mettre dans cette position-là, en termes de marketing en fait, et en termes d'analyse des images, ça nous pousse à croire un petit peu ce qu'ils disent de manière automatique, parce qu'on se dit ah mais si on leur donne la parole, si on les interviewe dans un podcast, c'est que leur parole elle doit être véritable et légitime. Et lui se place dans cette position d'autorité également. La deuxième, c'est ma petite préférée, je vais pas vous mentir, un monsieur qui s'appelle La Menace. Contraceptifs des femmes, il y a des molécules d'oestrogène, etc. Tu vois, donc quand les femmes, donc elles ingèrent ces pilules-là, ensuite qu'elles vont aux toilettes et qu'elles les éjectent de leur corps, ces molécules d'oestrogène finissent dans l'eau du robinet parce que du coup elles vont dans les stations d'épuration. Les stations d'épuration ne peuvent pas filtrer ces molécules-là, donc ces oestrogènes. Du coup, quand vous ouvrez le robinet, vous servez un verre d'eau et que vous buvez, vous buvez des oestrogènes. Donc en fait, c'est très mauvais pour votre masculinité. Ah non, mais c'est réel. Ouais, tu sais qu'il y en a plein à qui j'en parlais de ça. Ils me croyaient pas. Je dis, tu me crois pas? Tiens, rien. Ça fait des années que j'ai pas bu d'eau du robinet. La menace, elle est très intéressante cette vidéo parce que bon, déjà on retrouve ce truc-là de, vous voyez le micro, la position du podcast, etc. La menace, il faut savoir que c'est un de ces youtubeurs qui a vu en fait le filon masculiniste. C'était quelqu'un qui avant faisait des canulars pas très drôles sur YouTube et qui notamment a été condamné en justice parce que il avait fait un canular très drôle où il se faisait passer pour Jeffrey Dahmer et il invitait des hommes gays chez lui en faisant la blague de je vais te tuer. Voilà, il a été condamné pour insulte et attaque à caractère homophobe, si je dis pas de bêtises. Et donc, La Menace, il a trouvé son filon masculiniste. Ce qu'il dit là, c'est hyper intéressant parce que c'est une théorie du complot qui existe depuis environ 2015-2016 aux États-Unis et qui est partie notamment d'un podcast d'un podcasteur conspirationniste qui s'appelle Alex Jones et qui est devenu très connu parce qu'à cette période-là, il y avait cette théorie du complot qui circulait comme quoi il y aurait beaucoup d'œstrogènes dans l'eau à cause des pilules contraceptives que prendraient les femmes et donc que ça rendrait les hommes homosexuels. Et notamment, Alex Jones, à l'époque, en 2015-2016, il s'était basé sur le fait qu'il y a des grenouilles qui ont des comportements et des pratiques homosexuelles, mais ça, c'est le cas depuis très longtemps, et que ça, ce serait à cause des œstrogènes. Et donc, du coup, Alex Jones avait fait une séquence qui est mémesque, il hurlait « Stop making the frogs gay », donc arrêtez de rendre les grenouilles homosexuelles.
Et c'est intéressant de voir que cette théorie du complot, moi je la connais du coup depuis un peu plus de 10 ans, de voir à quel point elle a voyagé en fait dans la sphère états-unienne jusqu'aux sphères francophones, canadiennes et québécoises, puis ensuite de notre côté de l'Atlantique avec la menace. Bien sûr, tout ce qu'il dit est absolument faux, mais comme sur beaucoup de théories du complot, on se base sur des peurs qui sont très réelles, qui sont notamment le fait qu'on a des perturbateurs endocriniens, potentiellement des pesticides dans l'eau que l'on boit, et forcément, ça peut amener peut-être à des effets sur notre santé. Et ça, forcément, c'est quelque chose, un levier très efficace. Enfin, je voulais vous montrer une femme, parce que sinon, c'est pas drôle. Thaïs. Une guerre menée contre les hommes. Pour moi, c'est oui. On voit bien qu'il y a un changement de société où tout ce qui est masculin est suspect, mal vu, soupçonné d'être dangereux, alors qu'il y a une préférence pour tout ce qui est féminin. La masculinité est toxique par essence, mais il ne viendrait jamais à l'idée de personne de parler de féminité toxique. Comme si l'homme était programmé pour faire le mal et la femme le bien. L'université, les médias, la culture ou encore le milieu du travail sont autant de domaines où il est assez mal vu en fait d'assumer une position d'homme qui s'affirme. Il y a quelques exceptions, comme dans le sport où les comportements dits machos sont moins critiqués, ou comme dans la rue, à condition qu'ils soient adoptés par des hommes issus de l'immigration. Voilà, donc ça c'était une bonne transition, une bonne rampe de lancement pour vous expliquer qui est Thaïs Descuffon. Thaïs Descuffon, alors Anaïs de Tertre Descuffon, c'est son vrai nom. Thaïs, elle a été la porte-parole de Génération Identitaire, qui est un groupuscule raciste, xénophobe et d'extrême droite qui a été dissous en 2021 par Gérald Darmanin. Voilà, la blague s'arrête là. Et Génération Identitaire, ils sont notamment fait connaître pendant les manifestations qu'il y a eu en 2020 par des manifestations contre les violences policières, notamment organisées par le comité Justice et Vérité pour Adama. Et donc, Thaïs et ses petits potes, ils s'étaient mis en haut de la place de la République à Paris avec une grande pancarte, une grande banderole où il y avait marqué « White Lives Matter », donc la vie des Blancs compte. Voilà, et donc Thaïs, de par sa jeunesse et son visage assez candide, a rapidement été propulsée en fait comme figure dans les médias. Puis ça s'est pas très bien passé, on en reparlera sûrement, mais les femmes dans l'extrême droite de manière générale, si elles ne respectent pas les normes de genre qui leur sont assignées, elles finissent par être exclues. À être vilipendées, y compris au sein de leur propre camp. Et donc Thaïs, maintenant, elle s'est lancée en solo, on va dire, en tant que youtubeuse spécialisée sur les relations hommes-femmes. Et donc c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de techniques en fait de manipulation, notamment ce qu'on va appeler le cherry picking, c'est-à-dire elle va prendre des études scientifiques en les citant, mais elle va prendre uniquement les statistiques qui l'arrangent ou confondre cause et causalité, ce genre de choses. Et voilà, elle passe beaucoup de temps à parler des femmes et elle s'adresse principalement à un public masculin. Maintenant que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, peut-être que certaines, vous avez déjà vu passer ce genre de contenu sur vos fils d'actualité. Petite définition peut-être un peu sociologique. Quand on parle de masculinisme, en vérité, on devrait même parler de masculinisme au pluriel, parce que si on en suit la traduction un petit peu littérale de ce qu'on appelle la manosphère en anglais, c'est cette galaxie en fait de sous-communautés et de mouvements qui vont être dans la même logique, qui est celle d'affirmer la domination masculine. Le masculinisme, si on en croit Francis Dupuy-Derry, Mélissa Blé, qui sont des politologues québécoises, et l'historienne du féminisme Christine Barr, ce serait une branche de la pensée antiféministe. Moi, je vais un peu plus loin dans cette définition-là, parce que je pense que c'est une définition qui évolue aussi, mais le masculinisme, à mon sens, c'est un mouvement social et politique de mise en pratique de l'antiféminisme. C'est-à-dire que c'est pas juste votre tonton à table à Noël qui dit « Ah, les féministes, elles saoulent, elles vont un peu trop loin ». C'est pas que du discours, c'est aussi des choses qu'on met en place, en action, pour pouvoir faire reculer les droits des femmes et des minorités de genre. Quand je dis mettre en action, faire un commentaire sur Facebook, insulter une femme sur Internet, signer une pétition, aller en manifestation, c'est déjà de l'action. Donc c'est toutes les actions qui vont être mises en place pour pouvoir faire reculer les droits des femmes, parce qu'on estime qu'en fait on serait dans une société où les femmes et le féminisme et d'autres complots, notamment le lobby LGBT bien sûr, auraient pris tout le pouvoir et chercheraient à éradiquer les hommes cisgenres hétérosexuels blancs de la surface de la planète. C'est ça la vision du monde si on en croit les masculinistes.
Vous avez peut-être déjà remarqué que le terme de masculinisme, il ressemble beaucoup à celui de féminisme. On dirait presque qu'ils sont construits en miroir. Et ce qui fait que vous aurez peut-être déjà entendu, et moi je l'ai déjà entendu en interview notamment, des gens qui disent « mais attendez, les femmes ont le féminisme, pourquoi les hommes n'auraient pas le masculinisme ?» Au final, est-ce que ce ne serait pas une sorte d'équivalence, un mouvement de défense des droits des hommes? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une historicité aussi de pourquoi le masculinisme s'appelle comme cela. À la base, le terme de masculinisme, il désignait justement les femmes qui étaient trop masculines. Voilà, je trouve ça un peu rigolo comme histoire. Mais surtout, dans les années 70, dans ce qu'on a appelé la seconde vague du féminisme, il commence à avoir des pratiques, notamment de réunions en non-mixité. Donc les militantes féministes se réunissent entre femmes pour pouvoir parler de ce qui les préoccupe. Et à cette époque-là, notamment en France, mais pas que, leurs copains, leurs frères, leurs amis leur disent bah, vous vous réunissez entre femmes, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et elles leur ont dit bah, faites pareil et essayez de réfléchir comment vous, dans des conditions matérielles et pratiques, vous pouvez faire avancer un petit peu la cause, quoi. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça s'est pas très bien passé, ces groupes de parole qu'entre mecs, puisqu'il y a un peu deux courants qui ont émergé de ces groupes de parole. Un courant qu'on va appeler plutôt culturaliste, c'est-à-dire c'est comme la formule de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Eh ben, on ne naît pas homme, on le devient. Et donc du coup, la féminité comme la masculinité, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est lié à la sociabilité, à l'éducation. Donc eux, ils ont plutôt rejoint le côté des féministes. Et ensuite, un courant un peu plus essentialiste, c'est-à-dire si je nais en tant qu'homme dans cette société, j'ai des droits, des devoirs, des privilèges qui font que, en fait, je suis radicalement différente des femmes et donc on ne pourra jamais être égaux. Et c'est plutôt cette vision-là qui est partie du côté de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler des masculinismes, mais en tout cas une vision très essentielle sur quels sont les rôles et les devoirs de chacun et chacune en fonction du genre qui leur a été attribué à la naissance. Et ce qui fait qu'on a un peu comme ça, donc ça c'est les années 70, on peut se dire mais c'est il y a super longtemps. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que peut-être vous avez entendu ces derniers temps le terme de backlash, qui est un terme qui a été théorisé par une américaine qui s'appelle Susan Faludi. Et la théorie du backlash, c'est le fait de dire, en fait, chaque fois qu'il y a des avancées pour les droits des femmes, des personnes LGBTQ+, en fait, il y a un retour de bâton réactionnaire, mais qui vient pas après, il est quasiment en parallèle, quoi, il est instantané. Et du coup, il y a plein d'événements comme ça qu'on peut un peu dater, où en fait, le masculinisme aussi réagit de manière très très forte et très violente. Par exemple, 1995, on commence à se dire ah les femmes sont des êtres humains en fait, donc il faut qu'on leur accorde un peu plus de droits. Et donc c'est pour ça que dans les années 90, on a beaucoup plus de conférences sur les droits des femmes au niveau international, à l'ONU, etc. Et on a une première montée, on va dire, des mouvements masculinistes, notamment avec des manifestations au Québec et au Canada. Donc imaginez, il y a des hommes qui manifestent dans la rue avec des grandes banderoles pour dire non, nous ne laisserons pas envahir par les femmes. C'est un peu cette idée-là. En 2013, grosse année, comme vous pouvez le constater. 2013-2014, ça a été des années assez fondatrices. Si on regarde du côté états-unien, ça a été l'occasion d'une gigantesque campagne de cyberharcèlement contre les femmes dans le milieu du jeu vidéo. Alors, vous dites quel est le rapport? C'est une affaire qu'on a appelée le Gamergate, qui est très peu connue en France, malheureusement, je trouve, et qui en fait a servi de laboratoire aux proches de Donald Trump, et notamment à son idéologue et bras droit qui s'appelle Steve Bannon. Steve Bannon, il possédait un média à l'époque qui s'appelait Breitbart, et qui a été un média de propagande trumpiste très très fort dans les années précédant la présidentielle américaine. Et cette affaire du Gamergate, en gros, pour vous la résumer très courte, c'est une femme qui se voit accusée par son ex-copain d'avoir couché avec un journaliste de jeux vidéo pour promouvoir son jeu à elle qu'elle venait de créer. L'histoire est fausse. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de preuves. Mais cette femme se fait pourrir, notamment sur Twitter. Et toutes les femmes qui essayent de la soutenir, des journalistes, des créatrices de jeux, se font pourrir également. Mais quand je vous dis pourrir, il y a des menaces d'alerte à la bombe. Voilà, on est sur des niveaux de femmes qui sont obligées de déménager, des appels au meurtre, des appels au viol. Et tout ça qui était concentré dans une sphère, on va dire, un peu de gamers sur Twitter, commence à se faire récupérer par Steve Bannon et ses collègues d'extrême droite pour dire à ces gamers-là, mais vous voyez, ça, c'est la faute. Alors à l'époque, on appelait ça les SJW, les Social Justice Warriors. En gros, c'est l'équivalent des wokistes aujourd'hui. Donc c'est les féministes aux cheveux bleus.
Voilà, non mais dans leur imaginaire, et que à cause de ces féministes aux cheveux bleus et des personnes queer, en fait les jeux vidéo allaient changer, ça allait devenir que des personnages féminins, Lara Croft n'allait plus avoir des gros seins, et ça c'était terrible. Notamment, voilà. Donc ça a été une grosse affaire, et ça a été en fait une manière aussi pour le camp trumpiste de mobiliser un électorat jeune, masculin, qui se sentait un peu menacé et perdu en fait. Donc ça, il se passe ça aux États-Unis. En parallèle, en France, on a la Manif pour tous, qui est un grand événement, bien sûr, avec des paroles très violentes, très homophobes. Les mouvements masculinistes, je vous le montrerai après, mais s'intègrent très bien dans la Manif pour tous, notamment à travers un groupuscule qui s'appelle les Omen. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils ont été très fugaces. On n'a jamais trop su qui c'était. Les Omen, c'est un peu l'équivalent masculin des Femen. Voilà, c'était des mecs qui reprenaient les mêmes tactiques militantes, mais ils gardaient un masque quand même. Mais ils étaient torse nu pendant les manifs pour tous pour se dire ne touchez pas à nos enfants. Voilà, je vous montrerai des photos juste après. Donc il y a ce contexte-là. Et dans ce même contexte, pas si loin au final, parce que notamment à Nantes, on a eu pas mal d'affaires de papas qui s'enchaînaient à des grues. Et voilà, notamment Benoît, 2 ans sans mon papa. Et donc, c'est une stratégie militante assez classique, notamment dans les mouvements sociaux écologistes, de s'accrocher en fait à des infrastructures pour provoquer de l'attention médiatique. Et donc, il y a plein de médias qui sont venus voir comment ça, ce papa n'avait pas vu ses enfants depuis 2 ans. Donc il est resté accroché quelques jours en haut. Et quand il est descendu, ce monsieur-là, il s'appelle Serge Chesnay, on s'est rendu compte qu'il appartenait à une association qui existe encore, qui s'appelle SOS Papa. Et quand il est descendu, il a dit que c'était, s'il n'avait pas vu son fils depuis 2 ans, c'était la faute de toutes les salopes qu'il y avait dans la justice. Et là, les médias se sont dit, ah, il y a peut-être un petit souci là-dessus. SOS Papa, c'est une association de défense des droits des pères. Il y a beaucoup d'hommes qui y rentrent avec la sincère pensée qu'ils vont pouvoir peut-être résoudre les conflits familiaux qu'ils ont en cas de divorce. Parce que dans les statistiques, en tout cas, qu'on a, les mères obtiennent plus la garde de leurs enfants que les pères. La raison à ça, c'est parce que les pères ne la demandent pas. Quand les pères la demandent, à 90% des cas, elle est donnée. Ça ne veut pas dire qu'il y a des cas où ça ne se passe pas bien, il en existe, mais dans les statistiques qu'on a, et la grande majorité, souvent quand les pères n'obtiennent pas la garde, c'est qu'ils sont accusés de violences intrafamiliales, d'inceste ou de violences conjugales. Et SOS Papa, c'est une association qui continue en tout cas à avoir un poids, notamment politique, assez important. 2013-2014, grosse année, on est fatigué, on passe à 2017, MeToo. Et là, MeToo, c'est un peu la prophétie de l'apocalypse pour les masculinistes, parce que vous imaginez pas, les femmes, elles avaient trouvé un moyen de tous les éliminer, c'est-à-dire faire des fausses plaintes, en fait, et dire qu'elles avaient été agressées. Et donc MeToo, pour beaucoup de masculins, ça devient un moment où il y a le narratif, là, cette petite musique qui commence à arriver. Peut-être que vous l'avez entendu à cette époque-là, ou encore aujourd'hui, qui est moi, je n'ose plus prendre l'ascenseur avec une femme. Je veux pas être seule dans mon bureau avec une femme. Les femmes, de toute façon, oh là là, j'aimerais pas me prendre une plainte aux fesses. Voilà, cette espèce d'ambiance un peu comme quoi les femmes, elles porteraient plainte pour tout et n'importe quoi, que les femmes seraient des menteuses, etc. C'est un discours, un narratif masculiniste qui est arrivé en parallèle en fait en 2017 et qui a eu un gros impact. Et autre exemple que moi sur lequel j'ai beaucoup travaillé, le procès Johnny Depp Amber Heard en 2022. Et moi je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort, mais nous en tant que journalistes, qu'on a pu constater sur ce procès, c'est qu'il y a eu une manipulation de l'information et la manière dont cette information elle a été donnée au public, pas par les médias traditionnels, mais plutôt par justement des blogueurs, des gens, des streamers qui faisaient un peu du suivi du procès en direct et qui, on s'est aperçu par la suite, avaient en fait fabriqué des hashtags par des phénomènes de ce qu'on appelle de l'astroturfing. C'est un mot un peu compliqué, mais qui signifie simplement que vous créez un hashtag de toute pièce et ensuite vous fabriquer plein de robots qui vont soutenir ce hashtag et le porter un petit peu dans l'espace numérique, qui font que les gens vont croire qu'il y a un véritable mouvement en fait qui se passe autour de ce hashtag, alors que vous l'avez créé de toute pièce avec quelques faux comptes. Et c'est ce qui s'est passé notamment sur le cas Depp Heard. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite cartographie de tous ces mouvements-là. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. Là, j'en ai mis que quelques exemples, mais c'est un peu pour parler peut-être des plus connus.
En haut à gauche, on a peut-être le mouvement qu'on connaît le plus, je pense notamment en France, qui est celui des incels. Incel, ça veut dire involuntary celibate, donc célibataire involontaire. La communauté incel, elle est assez connue malheureusement parce qu'elle est surreprésentée dans les cas d'attentats masculinistes, notamment en Amérique du Nord, on en reparlera. Mais les incels, c'est principalement des jeunes hommes vierges ou n'ayant pas accès à la sexualité et qui partent du principe qu'en fait la sexualité est en due et que donc s'ils n'ont pas accès à la sexualité, c'est la faute des femmes. C'est elles qui sont trop méchantes pour ne pas coucher avec eux. Et qu'il y aurait une forme de hiérarchie entre les hommes et entre les femmes, et bien sûr les hommes par rapport aux femmes, qui fait que eux se placeraient en fait dans, on va dire, tout le bas du classement génétique. Et donc ce serait à cause de ça qu'ils n'attireraient pas les femmes, qui seraient dans tous les cas très vénales et seulement portées sur le physique et le porte-monnaie de leur mari. Les incels vont avoir une vision souvent assez nihiliste de la société, c'est-à-dire de toute façon on ne pourra jamais la changer. Si je me change pas moi, dans tous les cas, je ne pourrai jamais trouver l'amour. C'est des gens qui souvent disent qu'ils ont des problématiques de santé mentale, des formes de dépression, des neuroatypies, et qui parfois sont dans cette idée de vouloir en fait faire du mal aux autres et de s'entraîner eux-mêmes dans leur chute. Ceux au milieu, en haut, c'est ceux qui peuvent paraître un peu les plus absurdes et les plus drôles. C'est les coachs en séduction, qu'on appelle aussi les pick-up artists, donc les artistes de la drague. Souvent, les vidéos qu'on voit, ou alors si, par exemple, des fois vous venez à Paris, n'allez jamais à Châtelet-Les-Halles, parce qu'ils traînent là-bas, là. Les morts de faim, là, les dalleux. Les coachs en séduction, c'est soit des mecs qui vont faire des vidéos sur Internet pour vous expliquer comment embrasser une fille en moins de 30 secondes sans son consentement, sinon c'est pas drôle, ou qui vont créer des groupes de drague de rue où ils vont aller essayer de choper le plus de numéros de téléphone possible en le moins de temps possible, et dans une perspective de déshumanisation des personnes en face. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont là pour trouver l'amour, c'est des gens qui sont là pour remplir un tableau de chasse, et qui sont là aussi pour faire, pardonnez-moi l'expression, un concours de bites, pour savoir qui va avoir le plus de succès auprès des filles. Voilà. Pourquoi je parle des coachs en séduction ? Parce qu'ils peuvent paraître un peu ridicules, mais comme je vous ai montré avec l'extrait de Léo des Philogènes, c'est souvent des gens qui vont développer des techniques de drague qui sont en fait des techniques de manipulation et de coercition, en fait. Souvent, ça va être des techniques basées sur de la soumission chimique, alcoolique ou médicamenteuse, pour pouvoir en fait outrepasser le consentement de leur partenaire, ou des techniques de manipulation psychologique ou mentale pour les faire culpabiliser, en particulier cibler des femmes en situation de vulnérabilité en termes de handicap, de santé mentale, etc., dans le but de pouvoir plus facilement en fait les séduire, en fait les agresser. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'eux. En haut à droite, ce qu'on appelle aux États-Unis particulièrement les MRA, donc les Men's Rights Activists, donc les activistes des droits des hommes. C'est un peu une grande famille dans laquelle vous allez retrouver à la fois donc ces messieurs-là, avec des belles barbes roses, des activistes pour les droits des hommes, donc ce que je vous disais, ceux qui manifestaient en mode les féministes sont en train de tout nous piquer, c'est eux. Mais on retrouve aussi dans cette catégorie les militants pour les droits des pères. Dont je vous parlais tout à l'heure avec les SOS Papa et compagnie. Ça va être par exemple, si on est sur une affaire plus récente en France, des groupes d'hommes qui vont saturer la ligne du 3919. Le 3919, c'est un numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est des hommes qui vont saturer le 3919, donc en appelant la ligne en disant « Pourquoi vous ne prenez pas en charge les hommes victimes de violences conjugales ?» Et donc si le numéro est saturé, les femmes qui ont besoin d'aide, elles ne peuvent pas y accéder. Voilà. Il y a notamment des propositions de loi pour ouvrir le 3919 aux hommes. Voilà. Ça pose plein de questions qui sont intéressantes, et il y a des actions de lobby aussi de la part de ces groupes-là. En bas à gauche, c'est mes préférés, personnellement, et aussi ils m'adorent, ils font plein d'articles sur moi sur leur blog. C'est les MGTO, donc les Men Going Their Own Way. Ça sonne très très bien comme ça. En français, c'est les hommes qui suivent leur propre chemin. C'est en fait, imagine, c'est un peu des incels plus vieux, je dirais un peu ça, mais volontaires, dans le sens où c'est souvent des hommes qui ont connu la vie maritale, qui ont peut-être des enfants, etc., et qui, de leurs grandes expériences, ils font une grosse crise de la quarantaine et ils se disent toutes les femmes elles sont vénales et manipulatrices, donc je veux plus jamais les fréquenter.
Ok, pas de problème, c'est ta décision. Mais ils passent leur temps à parler des femmes et à transmettre des fausses informations, notamment en faisant des Photoshop très très mal faits pour expliquer que les hommes sont beaucoup plus victimes de violences conjugales que les femmes. Voilà, à écrire des articles de post en parlant des féminazis, etc., etc. C'est pour ça que c'est un peu mes préférés parce qu'ils parlent beaucoup mais ils font pas grand-chose, souvent. Je vous ai mis aussi une image du film Matrix, très bon film si vous ne l'avez pas vu. Dans Matrix, le héros, il se voit proposer 2 pilules, une pilule bleue dans laquelle il reste dans sa réalité qui est un peu ennuyante, ou une pilule rouge dans laquelle il voit la vérité. Et cette métaphore de la pilule rouge, de la red pill, elle est très très utilisée dans les communautés masculinistes pour dire que en fait eux ont pris la pilule rouge et donc maintenant ils voient la vérité étant que le monde serait contrôlé par un lobby féministo LGBT judéo-maçonnique à peu près. Voilà, j'exagère vraiment pas. Il y a vraiment beaucoup d'antisémitisme et beaucoup de LGBT-phobie dans les mouvements masculinistes et beaucoup de racisme aussi, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, donc si vous voyez le terme red pill ou pilule rouge, c'est pas pour rien d'ailleurs que certains médias d'extrême droite comme Frontières font des émissions ou des formats qu'ils appellent la pilule rouge ou la red pill. Pour moi, c'est pas innocent là-dessus. Et enfin, il faut qu'on parle des femmes quand même, parce qu'il existe des femmes masculinistes. Ça paraît un peu antinomique, mais elles existent, en tout cas des femmes antiféministes. Vous connaissez peut-être la figure de la tradwife, donc ces influenceuses. Moi, j'appelle ça des cosplayeuses de la femme au foyer, parce que si vous connaissez des femmes au foyer dans votre entourage, elles ressemblent pas à ça. Enfin, elles gardent jamais leur robe aussi propre. Et surtout, les tradwives, on les voit jamais récurer les toilettes. Alors que si vous faites un peu de travail domestique, vous savez que c'est le cas. Les tradwives, c'est un mouvement assez ancien, en tout cas qui est né dans les années 2000 au Royaume-Uni et aux États-Unis, et qui a particulièrement réémergé un peu avant la campagne de Trump, comme quoi tout est lié. Et notamment, c'était des femmes qui soutenaient Trump et qui avaient, vous savez, pris le slogan de Trump, donc Make America Great Again, et qui l'avaient transformé en disant Make Housewife Great Again. Donc, rendez la grandeur aux femmes au foyer. Et donc, encore aujourd'hui, il y a eu un complément d'enquête là-dessus qui est très, très intéressant, où on voit en fait des grands meetings qui sont réservés aux femmes républicaines et MAGA, en fait, fans de Trump, avec cette idée que le rôle des femmes est vraiment à la maison, à la cuisine, et qu'elles trouvent leur épanouissement personnel dans ce rôle de genre assez traditionnel. Et voilà. Et c'est des femmes qui, en plus, sont influenceuses. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tout le monde montre sa vie sur Internet. Jusque-là, il n'y a pas de problème si tu as envie de montrer les gâteaux que tu fais à la main dès 7h du matin parce que tes enfants t'ont demandé des Oreos. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, c'est des femmes qui ont des liens avec des hommes politiques ou des femmes politiques conservatrices qui vont tenir des propos anti-avortement et qui vont notamment considérer que toutes les femmes qui ne font pas les mêmes choix de vie qu'elles, c'est-à-dire celui de rester au foyer et s'occuper des enfants, est diabolique, en fait, tout simplement, et un suppôt de Satan. Ce qui est intéressant, vous avez vu comme il a l'air gentil. Est-ce que c'est pas l'homme qui a l'air d'avoir la tête la plus gentille du monde? Vraiment, je l'adore. Not all men, vous voyez, comme quoi. Ce monsieur, il s'appelle Francis Dupuy-Derry, je le cite souvent parce que c'est un politologue québécois qui a beaucoup travaillé sur les masculinistes et sur les masculinités. Et un des arguments qui revient beaucoup chez les masculins, c'est justement le fait que les hommes seraient en crise. Il y aurait une crise de la masculinité qui fait que les hommes cisgenres hétérosexuels ne sauraient pas trouver leur place dans la société et que voilà, c'est la crise de la masculinité. Et Francis Dupuy-Derry, il a écrit un super livre qui s'appelle La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il n'y a pas de crise de la masculinité, mais il y a des discours de crise. C'est-à-dire, on dit qu'il y a une crise, mais il n'y a pas de crise. Vous voyez ce que je veux dire? On fait beaucoup de discours, beaucoup d'articles de presse, beaucoup de pensées pour dire les hommes sont en crise sans qu'il y ait forcément, en tout cas, de crise. Et ce qu'il explique, c'est que depuis l'Antiquité, il y a ce discours de crise de la masculinité. Par exemple, quand les femmes ont commencé à faire du vélo, oui, leur utérus allait tomber. Donc, crise de la masculinité. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Révolution industrielle, quand les machines ont commencé à remplacer le travail des hommes à certains égards. Crise de la masculinité, parce que ça redéfinissait le rapport au corps et le rapport à la masculinité. Et il a cette formule que j'aime beaucoup, qui est « les hommes ne sont pas en crise, mais ils font des crises réellement au point de tuer des femmes ». Et je trouve que c'est assez intéressant. Dans toutes les communautés dont je vous ai parlé, certaines se détestent entre elles. Les incels détestent tout le monde. Tout le monde déteste les incels.
Les coachs, les coachs en séduction, tout le monde se fout de leur gueule. Enfin bref, il y a un peu, ils s'embrouillent entre eux, sinon c'est pas rigolo. Mais il y a quand même des valeurs communes qu'on peut retracer, notamment l'idée que le féminisme serait en train de déviriliser les hommes. Et vous voyez la fake news dont on a parlé avec l'œstrogène dans l'eau et le fait que les hommes qui boiraient de l'eau, ils auraient trop d'œstrogène. Ben ça va avec cette idée-là de déviriliser les hommes. C'est une idée qui existe depuis un moment en fait que l'égalité, le féminisme serait en train de transformer les petits garçons en petites filles en fait, et en petits garçons qui ne seraient pas adaptés au monde dans lequel on vit. L'autre idée aussi que l'égalité aurait déjà été atteinte. Mesdames, vous avez le droit de travailler et d'avoir le droit de vote. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça va notamment passer par les mouvements masculinistes qui vont en fait s'arrêter sur des détails de lutte féministe en les trachant. Un exemple, c'est quand il y a eu tous les débats autour de l'écriture inclusive. Aucun mouvement féministe n'a dit c'est la priorité l'écriture inclusive. C'est juste, ça fait partie des combats qui sont intéressants. Ben, ça a été transformé dans le but de dire, vous voyez, les féministes vraiment, elles n'ont rien d'autre à faire à part rajouter des e à la fin des mots. C'est un exemple de discours qu'on peut avoir. L'idée aussi que MeToo serait un complot visant à éradiquer les hommes. Voilà. Bon, ça c'est loupé. On a échoué, mesdames. Tant pis. Mais cette idée de complot qui vise à éradiquer les hommes, il est encore très présent pour passer beaucoup de temps avec des classes de 3e, 4e. Ils sont assez persuadés, par exemple, et je pense qu'il y a beaucoup de gens adultes aussi qui sont persuadés que les victimes gagnent de l'argent quand elles portent plainte. Ou qu'il y a des victimes qui vont faire des fausses accusations de viol pour de l'argent. Et en fait, quand on explique comment fonctionnent les systèmes judiciaires, généralement, c'est une croyance qui se dissipe, mais c'est des connaissances qu'on a peu. On a peu de connaissances sur le système judiciaire parce que ça reste un monde qui nous est assez fermé. Il y a aussi beaucoup de convocations d'éléments, on va dire, biologisants, ou sur Darwin, ce genre de choses, que les hommes seraient naturellement supérieurs aux femmes, moralement et intellectuellement. Ça va être des hommes, par exemple, qui font ce qu'on appelle de la crânologie, donc ils vont mesurer la taille des crânes et la taille des cerveaux, comme pendant les périodes coloniales au XVIIIe et XIXe siècle, pour essayer de prouver que les personnes non blanches n'étaient pas des êtres humains. Ils essayent de montrer que les femmes sont stupides. Voilà. Et il y a l'idée aussi que les rôles des femmes seraient au sein du foyer. Elles devraient être, bien sûr, soumises et silencieuses. Alors, les homènes, vous avez vu comme ils sont beaux? Regardez. Ils ont mis leur beau chino coloré, mais ils ont gardé leur masque parce qu'il faut que personne les reconnaisse à la défense le lendemain matin. Pourquoi je me suis intéressée à cette question du masculinisme, au-delà de passer beaucoup trop de temps sur Internet, c'était aussi parce que ça a des incidences dans notre vie réelle. Désormais, on ne peut plus dire qu'il y a Internet qui est une bulle flottante étanche de nos vies hors ligne et le reste de la vie qui se poursuit. Forcément, ça a des incidences politiques dans les deux sens. Et donc, en fait, on a des exemples très concrets de comment le masculinisme aussi, en fait, a des conséquences directes. La première, ça va être, dans les mouvements pour la manif pour tous, d'avoir des stratégies militantes masculinistes avec des hommes qui vont reprendre les stratégies militantes des Femen pour essayer de porter un message sur ah là là, les LGBT, ne touchez pas à nos enfants, on n'a pas envie que vous les rendiez homosexuels, notamment. On va les retrouver également dans tout ce qui va être groupe anti-choix, anti-droit, donc contre l'IVG notamment, un peu partout en Europe. On va les retrouver aussi, comme je vous le disais, dans la saturation des lignes du 3919, donc de Violence Femmes Info, des attaques répétées contre le planning familial, ne serait-ce que là, après le 8 mars, il y a un planning familial à Strasbourg qui a été couvert de graffitis néo-nazis et anti-IVG, et le planning familial s'en prend plein la gueule depuis un moment, avec des messages du style « vous avez avorté l'amour de ma vie il y a 3 ans, vous causez la fin de la civilisation, etc. » Dans les manifestations aussi qui vont s'attaquer aux drag queens, par exemple, vous savez, les lectures de contes par des drag queens pour les enfants, avec cette idée que les drag queens, donc les personnes LGBT de manière générale, seraient en train de pervertir les enfants. On retrouve ça aussi sur les questions de l'EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L'éducation à la sexualité, il y a beaucoup pour faire de l'EVARS moi-même, on a des menaces contre des infirmières scolaires, on a des tracts qui sont distribués à la sortie des écoles, notamment par des groupuscules créés
par Reconquête et Éric Zemmour. Donc je pense à les parents vigilants et les mamans louves qui font de la désinformation sur les réseaux sociaux pour faire peur aux parents, en fait, c'est qu'ils enlèvent leurs enfants des écoles lors de ces séances. On parle aussi bien sûr d'attaques en ligne envers des journalistes, envers des actrices, envers des influenceuses et envers des femmes, j'ai envie de dire, anonymes, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas des personnalités publiques, mais notamment l'IA de X, donc anciennement Twitter, Grok, a généré 3 millions de photos dénudées de femmes et de jeunes filles entre Noël et le 1er janvier. Voilà, il y a 3 millions de personnes, en majorité des hommes, qui ont demandé à une intelligence artificielle générative de déshabiller des femmes et des personnes mineures, des jeunes filles, pour la blague ou pour le simple plaisir. Et enfin, pourquoi je vous parlais des associations des droits des pères, des lobbying qu'ils font notamment au niveau de la loi française, c'est notamment faire passer une notion qui est pourtant interdite dans le droit français, mais qui est celle de l'aliénation parentale. Alors c'est une théorie pseudo-scientifique qui vise à dire que l'un des deux parents, souvent la mère, manipulerait l'enfant pour qu'il dénonce des violences de la part d'autres parents. En fait, souvent, c'est un enfant qui va dénoncer des violences sexuelles, de l'inceste, de la part de son père, souvent. Et l'argument qui va être opposé, c'est il ou elle raconte n'importe quoi, c'est sa mère qui l'a manipulé pour me faire tomber. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, alors que même que depuis 2018, les magistrats et notamment les juges aux affaires familiales ne sont pas censés prendre cet argument en compte, mais il est pas mal mis en avant. Et ce qui fait que maintenant, il y a des femmes, notamment, qui sont accusées et jugées pour non-représentation d'enfants, parce qu'elles ne veulent pas rendre leurs enfants en fait, à leur ex-conjoint qui a été accusé de violence, notamment. Dans les autres cas un petit peu pratiques, donc je vous disais les associations féministes qui font état de menaces ciblées, le fait qu'en France ces 2 dernières années on a eu 3 attentats masculinistes déjoués. Voilà, c'est pas dans un but de faire flipper personne, mais ça donne quand même un peu le ton sur pourquoi on parle de ce sujet-là et pourquoi c'est important d'en parler et que c'est pas juste un truc du tréfonds des internets de mecs un peu frustrés, boutonneux quoi. Et moi notamment j'avais fait l'article en haut à droite sur une soirée en non-mixité à Paris qui avait été visée par des hommes par des tirs de mortier. En gros c'est une soirée où les hommes n'avaient pas le droit de rentrer, c'est une soirée entre meufs quoi, dans une boîte de nuit. Et il y a des mecs qui avaient essayé de rentrer et comme le vigile leur a dit non désolé c'est une soirée que pour femmes, ils sont revenus avec des mortiers d'artifice, je sais pas si vous voyez ce que c'est les mortiers d'artifice, en visant les meufs qui étaient en train de fumer des clopes dehors à 1 mètre. Par chance, il n'y a eu aucune blessée, à part des égratignures, mais ça aurait pu éborgner quelqu'un. Vraiment. Et l'enquête qui a été ouverte n'a jamais eu de suite. Elle a été classée sans suite. Ce qui est intéressant à constater, c'est que moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là parce que j'avais 15 ans, que je ne savais pas draguer et que j'avais tapé sur Google « comment draguer » et que j'étais tombée sur des forums masculins, vraie histoire, et que, je vous jure c'est vrai, et que je m'étais dit, waouh, c'est fou, ils me décrivent une réalité qui n'est pas du tout la mienne en tant que jeune meuf, et donc j'ai pu voir aussi l'évolution entre quand j'avais 15 ans et maintenant, aujourd'hui j'en ai 30, de constater qu'avant, en tout cas il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il fallait savoir où aller, il fallait savoir où étaient ces forums, comment y accéder. Désormais, moi j'ai la sensation qu'on est face à un masculinisme qui déborde. C'est-à-dire que si vous êtes un garçon ou un homme, il est très possible que ce genre de contenu que je vous ai montré, vous l'ayez déjà vu passer dans votre fil d'actualité, alors même qu'a priori, vous n'avez pas cherché à le voir. Vous n'avez pas tapé je déteste les femmes.fr, ok ? A priori, c'est arrivé dans votre fil d'actualité. Et si c'est arrivé dans votre fil d'actualité, c'est qu'au bout d'un moment, on considère que c'est un contenu qui est populaire. Et donc, s'il est populaire, on le montre à plein de gens. Et moi, je me suis beaucoup posé la question, comment ça se fait ? Comment ça se fait que les algorithmes font ça ? Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est si vous êtes face à une vidéo qui vous énerve, notamment, imaginez, vous tombez sur Alexis Chen, qui raconte des bêtises, du style « toutes les femmes sont des putes ». Bon, il y a 2 choix. Soit vous adhérez à ce qu'il dit, et donc vous allez liker la vidéo, la commenter, peut-être l'envoyer à vos amis en disant « regarde, il dit trop les termes, etc. » Soit vous vous êtes frontalement opposé à ce type de discours, et vous allez regarder la vidéo jusqu'en entier. Vous allez peut-être la partager à des amis pour vous indigner, voir si vous êtes sur TikTok, faire un collage par exemple, commenter que c'est un gros con. Dans tous les cas, vous allez interagir avec le contenu parce que ça provoque quelque chose chez nous qui est de l'ordre d'un sentiment très très fort, de la colère ou au contraire de la joie.
en tout cas une émotion très très forte. Et c'est un peu le souci des contenus masculinistes ou des contenus d'extrême droite en fait de manière générale, c'est des contenus qui font réagir. C'est pas des contenus qui nous laissent complètement indifférents. Sinon ce serait trop facile. Et plus les contenus en fait on interagit avec eux, notamment sur des plateformes comme TikTok, plus c'est des contenus que l'algorithme il sait pas si vous détestez ou si vous adorez ce contenu-là. Il va juste considérer que vous l'avez regardé jusqu'à la fin et que vous avez beaucoup interagi avec. Donc il le remonte dans la pile, on va dire, de vidéos, comme un contenu populaire. Et donc, plus le contenu est populaire, plus on le montre à plein de personnes, etc., etc. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des vidéos masculinistes avec des propos horribles qui font des centaines de milliers de vues et des milliers de commentaires parce qu'elle a été montrée à beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, moi, je me suis posé la question, notamment TikTok, qui a une politique de dire on protège les mineurs, on fait vraiment attention, etc. Comment ça se faisait que ces vidéos comme ça, où par exemple Alex Jen dit toutes les femmes sont des putes, c'est une injure publique, on n'a pas le droit de tenir ce genre de propos sur TikTok. Comment ça se faisait que ces contenus, ils n'étaient pas supprimés? TikTok m'a dit non, on supprime avant que les gens le voient. Le problème, c'est que quand un contenu est très populaire, au bout d'un moment, il fait gagner de l'argent, à la fois à la personne qui a créé la vidéo, mais aussi à TikTok, parce que TikTok peut se rémunérer sur ces vidéos en plaçant une publicité avant et après la vidéo. Donc à partir du moment où ces vidéos elles sont rentables et elles ramènent de l'argent aux grandes entreprises de la tech, ils n'ont aucun intérêt à modérer et à supprimer ces contenus. C'est triste, hein, c'est horrible. Franchement, la conclusion de ça, elle est horrible, mais les algorithmes vont toujours privilégier leur position capitalistique parce que ça reste des entreprises et elles, leur objectif, c'est vous de vous garder attirés en termes d'économie de l'attention et eux de se rémunérer. Et donc, ce qui fait que les algorithmes vont beaucoup plus pousser des contenus clivants que des contenus nuancés et bienveillants, par exemple. Se pose aussi la question de pourquoi le masculinisme attire. Pourquoi il y a des hommes, des jeunes hommes qui tombent là-dedans alors qu'on pourrait se dire mais les arguments, ils sont claqués au sol, les mecs font pas des bons contenus, enfin bref. On pourrait se poser la question. Des enquêtes que j'ai pu faire et avec des anciens masculinistes avec qui j'ai pu parler, une des réponses qui apparaît souvent, c'est que ça donne des réponses simples à des questions qui sont complexes. On sait à quel point, en fait, l'adolescence et même la vie de manière générale, ça peut être des périodes qui sont vraiment dures, où on vit des moments de rupture, de déclassement social, de difficultés. Et malheureusement, face à ces questions très complexes, certains n'ont pas l'entourage social, la possibilité de pouvoir aller voir un professionnel de santé mentale, n'a pas été éduqué pour parler de ses émotions, mais on sait que c'est malheureusement le cas chez beaucoup de garçons. Il y a moins d'éducation, en tout cas, à l'expression des émotions. Et en fait, là, on a des coachs qui arrivent avec une formule clé en main en leur disant « ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est les féministes, c'est les femmes, etc. » C'est la stratégie du bouc émissaire, en fait. Et ça marche beaucoup mieux. Et surtout, le fait de taper sur les femmes et les féministes, c'est quelque chose qui, vu et revu, c'est très facile à faire. Je veux dire, c'est une stratégie très facile et qui est beaucoup plus facile plutôt que d'adresser les vrais problèmes qui sont le fait que la plupart des mecs qui vivent ces formes de souffrance, souvent c'est des conséquences du patriarcat en eux-mêmes. C'est le fait qu'ils ont du mal à nouer des amitiés, ils ont peut-être du mal à avoir des relations avec les femmes, mais parce que le système patriarcal les a aussi construits pour être ces stéréotypes d'hommes forts, virils, etc. et qui ne trouvent peut-être pas leur place là-dedans aussi. Les communautés masculinistes, elles vont aussi agir comme des groupes de soutien. Ça va être des groupes de mecs où ils vont pouvoir s'exprimer, peut-être aussi se serrer les coudes. Et surtout, c'est des groupes qui donnent l'impression de s'occuper des problèmes des hommes, là où dans le reste de la société, on peut avoir l'impression que c'est pas le cas. Et ça vient donner des clés d'action à des moments de rupture, de déclassement. Et puis, on va pas se mentir, chez certains, ça a un côté un peu rebelle, un peu on va à contre-courant, etc. Et chez certains, ça peut attirer aussi. Et moi, j'en suis assez persuadée. Je pense que c'est une idéologie qui fait du mal aux hommes parce qu'elle leur met en tête des injonctions et une façon de voir le monde qui est profondément inatteignable et surtout qui ne permet pas de nouer des relations saines et profondes, quoi. Maintenant, les femmes. Il faut qu'on parle notamment de Thaïs et de ces femmes-là. Je vous ai parlé des tradwives tout à l'heure. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais notamment en France,
en matière d'antiféminisme, on a de plus en plus de figures féminines. Je pense notamment à Thaïs Descuffon, bien sûr, mais aux membres de Némésis, notamment, ce collectif féminin fémo-nationaliste, c'est-à-dire qui va utiliser la rhétorique du féminisme pour faire passer des enjeux et des préoccupations identitaires et racistes et xénophobes, en fait. Il faut savoir que la présence des femmes dans l'extrême droite, elle est assez vieille, elle est assez ancienne, mais le fait qu'on utilise la question du genre et notamment des problématiques féministes, donc la question des violences faites aux femmes, le harcèlement de rue, etc., c'est assez récent au final. Ça date d'une vingtaine d'années. Et en fait, c'est une manière aussi pour les femmes de ce mouvement de dédiaboliser le mouvement, les mouvements d'extrême droite, d'une part, et d'autre part, c'est une manière pour elles aussi de trouver leur positionnement dans ces mouvements-là. Et comme on l'a vu malheureusement ces derniers mois, c'est une manière aussi pour pouvoir servir de relais médiatique aussi pour les actions parfois violentes et meurtrières qu'il peut y avoir du côté des groupuscules d'extrême droite. Donc la place des femmes dans ces mouvements, elle est toujours complexe parce que ces femmes-là défendent une vision du monde qui est antiféministe, et on peut se dire que c'est un peu étrange parce que le féminisme leur profite à elles aussi. Si elles peuvent manifester, travailler, c'est grâce aux luttes que les féministes ont menées avant elles. Mais en fait, souvent, il faut aussi percevoir ces femmes-là par le prisme déjà de leur blanchité et d'autre part de leur classe sociale. Souvent, c'est des femmes blanches bourgeoises qui en fait sont persuadées que l'antiféminisme, ça va pas leur retomber dessus direct. Et au contraire, le fait qu'elles soient blanches, bourgeoises et des milieux d'extrême droite, ça va les protéger, comparé à des femmes racisées, queer, etc., quoi. Voilà, c'est en tout cas l'analyse d'une sociologue américaine qui s'appelle Andrea Dworkin, que je vous recommande là-dessus. Ce qui fait qu'on a, pardon, Marion Maréchal Le Pen, j'aurais dû faire un trigger warning. Julien Rochdy, trigger warning. Il y a des liens très forts entre masculinisme et extrême droite. Ce que je dis souvent, c'est que tous les masculins ne sont pas d'extrême droite, mais par contre, l'extrême droite porte en elle une vision masculiniste des rapports de genre. C'est-à-dire une vision binaire, ancrée sur une binarité de genre qui est de dire les hommes, leur rôle, c'est de ramener de l'argent et d'aller à la guerre, et le rôle des femmes, c'est de rester à la maison et de faire des bébés. Globalement, à peu près. Et donc, c'est pas étonnant. Moi, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas de mes enquêtes et de mon analyse, c'est que l'argumentaire masculiniste sur le fait que les féministes auraient gagné, que les hommes n'arrivent plus à draguer, ce genre de choses, c'est de plus en plus récupéré par les partis de droite et d'extrême droite pour recruter des jeunes électeurs, voire des jeunes militants du côté de l'extrême droite. C'est déjà le cas aux États-Unis depuis 2016, c'est pour ça que je vous parlais du Gamergate. C'est le cas de plus en plus en France, notamment du côté de Reconquête avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal Le Pen, Julien Rochdy que je vous ai mis là, malgré qu'il est hyper beau gosse, c'est un énorme facho. C'est un monsieur qui a été, c'est l'ancien responsable du Front National de la Jeunesse, qui s'est reconverti en youtubeur mascu, et il adore Nietzsche. Voilà, red flag de fou, vraiment. Voilà, sur homme, sous homme. Il est beaucoup interviewé par Frontières. Et le fait aussi, en fait, l'argumentaire antiféministe, pas pour rien, je sais pas si vous avez vu, mais Némésis a fait son propre 8 mars, parce qu'elles ont été interdites de la manif officielle du 8 mars à Paris. Marion Maréchal a été une des premières à venir. Je trouve que c'est pas étonnant, en fait, dans sa figure aussi de femme d'extrême droite. Et je vous ai mis son image avec le livre Transmania, qui est un livre profondément transphobe. On sait que ça touche en priorité les populations, on va dire, les plus vulnérables, donc les personnes racisées, les personnes trans, pour ensuite avoir des politiques antiféministes qui touchent un peu plus tout le monde. Mais en tout cas, on a une récupération de ces arguments et de ces argumentaires masculinistes qui servent à recruter des jeunes hommes. Et dans les statistiques qu'on a, les jeunes hommes, donc les 25-35, sont plus conservateurs que leurs aînés, tandis que les jeunes filles sont plus progressistes que leurs aînés et ES. Pardon, moment pas cool. Le masculinisme tue. Pour ça que je travaille là-dessus. On a un des premiers attentats qui a eu lieu au Québec en 89, donc ça date un petit peu. Mais on va dire depuis les années 2010, on a une accélération, en tout cas dans la médiatisation de ces attaques masculinistes, particulièrement en Amérique du Nord. Puis de plus en plus en Europe. Je pense notamment donc à Elliot Rodger, c'était en 2014 à Isla Vista, Alec Minassian, c'était 2018 à Toronto,
Jake, on n'a jamais su son nom de famille, 2021 à Plymouth en Angleterre. Et les 2 messieurs que je vous ai mis à droite, celui en bas, il a été arrêté avant le passage de la flamme olympique à Bordeaux, où il comptait assassiner des femmes pendant le passage de la flamme olympique. Et celui d'en haut, il s'appelle Michael Filetas, il est désormais en prison, mais il a assassiné son ex-compagne de 80 coups de couteau et blessé la sœur de celle-ci. Et celui-ci avait une chaîne YouTube dans laquelle on le voit se radicaliser de vidéo en vidéo. La chaîne YouTube, elle a mis 3 ans à être supprimée. Voilà, au moment où j'ai fait mon enquête, la chaîne était encore en ligne et il y avait des vidéos, et avec des commentaires du style Michael, trop hâte que tu sortes de prison. Et lui a toujours nié qu'il détestait les femmes. Voilà, notamment. Pour finir un peu là-dessus, le Haut Conseil à l'égalité, chaque année, ils sortent un rapport sur l'état des lieux du sexisme en France. Généralement sur Instagram, je fais toujours un résumé parce qu'il y a beaucoup de data et donc pour être un peu là-dessus. Et là, dans les chiffres de cette année, ils ont fait un focus sur le masculinisme et notamment on y apprend que 54% des femmes considèrent qu'il est désavantageux d'être une femme dans la société actuelle contre 42% des hommes. Donc ça veut dire moins de la majorité. 75% des personnes interrogées considèrent que les femmes doivent être aimées et protégées par les hommes. 26% des hommes, tout âge confondu, quand je dis des hommes, c'est tout âge confondu, ont déjà douté du consentement de leur partenaire. 60% des hommes pensent que les féministes veulent que les femmes aient plus de pouvoir que les hommes. 60% des hommes estiment que les féministes ont des demandes exagérées. Plus de 18% des hommes croient que les femmes prennent les postes des hommes sur le marché du travail. Voilà, des statistiques qui donnent envie de crever, on va pas se mentir. Non mais c'est vrai, là, tout le monde a envie de crever là dans cette salle. Là, vous vous dites pourquoi on n'est pas allé boire des coups, c'était vachement plus fun en fait. Désolée. Du coup, j'aimerais qu'on finisse par peut-être des solutions pour essayer de pas tous et toutes partir en se disant putain quelle soirée de merde. Elle nous a plombé l'autre. Comment on ouvre le dialogue sur cette question et en fait comment on fait si on a je sais pas, un ado, un pote, un ex, votre compagnon actuel, larguez-le, qui est en train de tomber, vous voyez ce que je veux dire, dans une dérive mascu, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Moi, je pars du principe que les théories masculinistes, elles ressemblent beaucoup à des théories du complot. Et donc, de fait, je trouve que c'est intéressant. Je dis pas que c'est des théories du complot, enfin si, un peu, mais en tout cas, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'aller voir ce que disent les spécialistes des théories du complot pour voir comment on peut l'appliquer au masculinisme dans une perspective de déradicalisation. En gros, ce que disent je sais pas, votre oncle devient platiste, donc persuadé que la Terre est plate, un des conseils qu'on donne souvent, c'est qu'il faut garder le lien. Parce que plus une personne s'isole, plus elle a tendance à se radicaliser. On dit ça dans les mouvements djihadistes aussi. Donc, il faut absolument garder un lien, parce qu'un lien affectif, alors ça dépend si votre pote, à chaque fois que vous le croyez, il vous montre des vidéos d'Andrew Tate et il vous dit toutes les femmes sont des putes, voilà, flemme. Mais en tout cas, essayez de garder le lien. Un autre conseil important, c'est ne pas tenter de convaincre l'autre. Déjà, vous gaspillez de la salive et d'autre part, en fait, ça a été montré par plein d'études que amener des arguments rationnels ne fonctionne pas. Vous allez juste perdre votre temps, la personne aura toujours des choses à vous répondre et en fait, moi, dans les anciens masculinistes que j'ai interrogés, la plupart, ils ont vécu des situations de dissonance cognitive. C'est-à-dire, au bout d'un moment, leurs croyances et ce qu'ils constatent dans la réalité en face d'eux, ça ne matche pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais c'est une réalisation personnelle. Vous ne pouvez pas forcer les gens en fait, à avoir cette dissonance-là. Donc, par contre, vous pouvez créer un environnement qui est propice. C'est-à-dire, garder le lien, c'est aussi être à l'écoute de cette personne-là, de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Laisser traîner des trucs, moi c'est mon conseil absolu. Laisser traîner des BD, des documentaires, envoyer des podcasts, des vidéos. Ah, j'ai vu ça, ça m'a trop intéressé. Regarder Adolescence ensemble en disant ah, qu'est-ce que t'en penses, enfin, voilà. En tout cas, les œuvres culturelles, c'est bien, ça permet en fait souvent d'amener des sujets de discussion. Et moi, je dis toujours aussi, faites-lui voir autre chose à cette personne, rencontrez d'autres gens. Alors, je vous dis pas de l'amener avec votre groupe de féministes hyper radical, sinon ça va peut-être clasher un petit peu. Mais en tout cas, de plus on constate des différences de point de vue, plus on peut être capable aussi de prendre du recul sur sa propre expertise.
Maintenant, ça pose une question aussi au niveau global, parce qu'on parle beaucoup sur le masculinisme de questions individuelles. Moi, ça commence un peu à me saouler, je vais pas vous mentir. C'est très bien de parler d'individualité, mais il faut aussi parler de globalité. C'est-à-dire comment on fait en tant que société, en fait, pour combattre ce phénomène, et pas que. Déjà, je pense qu'il y a une question de régulation et de modération des gens de la tech. C'est-à-dire, en fait, si même les plateformes comme TikTok ne suppriment pas ces contenus, comment on fait pour ne pas les faire prospérer? Il y a une vraie question, à mon sens, d'éducation au numérique et aux médias, c'est-à-dire comment on s'informe. Vous voyez, par exemple, la vidéo de la menace, là où il raconte des conneries là, sur les oestrogènes. En fait, si on ne prend pas le temps de l'analyser, c'est la première fois qu'on croit ça, peut-être qu'on y croit, en fait. Peut-être qu'on se dit, ah ouais, peut-être le gars a raison, on ne sait pas, il ne donne pas de source. Donc c'est comment on débunk aussi ces vidéos-là, couplées à ce qu'on appelle de l'EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est-à-dire, ça me semble... impossible de parler de sexualité sans parler d'Internet et de parler d'Internet sans parler de sexualité, surtout pour les plus jeunes. Lutter contre les mouvements réactionnaires et tous les mouvements anti-droit, anti-choix. Lutter contre toutes les violences de genre. Et j'ai proposé la révolution. Moi, je suis dispo demain, en tout cas, si vous l'êtes. Mais tout ça, ça demande de la volonté politique et des moyens, et notamment sur les assos féministes, pour ne parler lesquels. Il y a 30 millions d'euros qui ont été coupés du budget des assos féministes l'année dernière. 30 millions d'euros, ça en fait quand même. Je crois que c'est à peu près le budget qui a été ajouté à la défense. Je vous jure, c'est vrai, je crois que c'est à peu près ça. Du coup, voilà, ça pose plein de questions qui sont encore ouvertes, mais ça peut être des pistes aussi pour réfléchir collectivement à comment on fait. Et ça vous intéresse, pour aller plus loin, je vous ai mis des ressources que moi je trouve intéressantes, que ce soit des associations, des podcasts, des documentaires ou des bouquins. Je trouve, si vous voulez creuser cette question-là, n'hésitez pas à le prendre en photo, c'est fait pour, sur la masculinité ou quoi. Voilà, si ça vous intéresse. Et je finirai là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Les 21h05, j'ai été trop forte. J'ai fait pile 1 heure. Waouh, incroyable. Et je pense que j'ai déprimé tout le monde, mais... Si vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie d'aller boire des pintes, je comprends totalement. Enfin, vraiment, genre, il y a pas de souci là-dessus. S'il y a des questions, je passe avec le micro et je vous l'apporte. Bonsoir. Du coup, je me lance 2 choses sur la régulation. Est-ce qu'il y a des choses de proposer au niveau de ces plateformes? Parce que effectivement, comme tu dis, avec les algorithmes, tout ça, en fait, tu te prends du contenu que tu n'as pas choisi et c'est une vraie question. Parce qu'après, il y a la question de l'adhésion. Et sur la deuxième question de l'adhésion, donc voilà, sur le côté individuel, comme tu dis, essayer de garder le lien, tout ça. Mais quand tu es face à des collectifs, notamment je pense aux prisons, où voilà, les violences faites aux femmes sont enfin prises en compte un peu plus, enfin, pas encore totalement, mais un peu mieux. Mais la côté de la prison, où on enferme beaucoup d'hommes ensemble et beaucoup de masculins, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus? Qu'est-ce qu'on met en place? Parce que je pense que c'est une vraie question et que c'est pas gagné là-dessus. Bah ouais, sur l'exemple spécifique des prisons, j'ai rien, tu vois, comme exemple qui me vient en tête. Il y a vraiment un truc. En fait, à partir du moment où il faut travailler sur le collectif, dans tous les cas, des groupes de mecs ensemble, pour moi le faire au niveau de l'éducation, tu vois, groupe de mecs au collège ou au lycée, c'est aussi, faut réussir à capter les dynamiques de groupe et comment tu t'insères dedans et comment tu te sers du groupe pour avancer collectivement ensemble. Notamment, moi, avec des jeunes garçons, je fais des groupes de parole. C'est sport, voilà. Voilà, c'est sport, mais on a réussi à mettre un cadre pour que ça fonctionne et tout. Donc, je pense qu'il y a des vrais trucs collectifs et souvent, en tout cas, moi, avec les jeunes que j'ai, ils sont avides de discuter et de parler parce qu'on le fait dans un cadre et où maintenant ça se passe bien entre nous, mais c'est un cadre tellement individuel, tu vois, que je donnerai pas de leçon sur comment ça se fait en collectif. Sur la question de la régulation, depuis l'été 2024-2025, il y a un texte européen qui s'appelle le DSA, le Digital Services Act, qui est censé mieux réguler, forcer les plateformes, les grandes plateformes en fait qui sont présentes en Europe, à mieux réguler leur contenu, sinon elles se prennent des amendes. Spoiler alerte, depuis que ça a été lancé, il n'y a rien, et surtout là depuis que Trump a été réélu, l'Union européenne elle est comme ça. Elle est vraiment genre en mode non t'inquiète, t'inquiète Trump on dira rien. Et donc du coup les seules plateformes qui ont eu des amendes c'est des amendes en fait.
C'est des amendes qui sont censées être, je crois que c'est 6% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est des grosses sommes, mais souvent les plateformes préfèrent payer plutôt que de mettre à jour en fait leurs conditions. Donc pour l'instant, ce texte, alors qu'il est admiré partout dans le monde, on va dire que son exécution est un peu flop, un peu nul pour l'instant. Tu as dit que tu avais bossé, en tout cas interviewé des anciens masculins. Ouais, des repentis. Espoir. Espoir. Est-ce qu'ils t'ont confié Ça dépend lesquels. qu'est-ce qui a fait le déclic de se dire bah ouais mais non en fait. Dans ceux que j'ai rencontrés, il y a plusieurs histoires individuelles particulières, mais le point commun, je pense, entre toutes, c'est un moment, cette dissonance cognitive, mais souvent qui passe par l'altérité. C'est-à-dire, souvent, c'est des mecs qui, au bout d'un moment, sont rentrés dans les études sup ou ont rencontré des meufs dans leur vie, pas forcément leurs copines, mais genre des femmes qu'ils ont commencé à considérer comme des êtres humains. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire de considérer, par exemple, il y en avait un qui me disait moi, toute ma vie, on m'a dit que les femmes, elles aimaient pas mes centres d'intérêt, notamment le jeu vidéo, le jeu de rôle, les trucs de nerd, là. J'en fais partie, c'est pour ça que je dis ça. Et lui, il était persuadé que voilà, les femmes, elles s'intéressaient pas à ça et qu'il serait puceau toute sa vie à cause de ça. Et un jour, il va faire un truc de jeu de rôle avec ses potes et son pote ramène sa sœur, qui est aussi hyper fan de jeux de rôle. Et il est en mode choc-barre, quoi. Il y a une femme et elle aime bien ça. Et en fait, ça a commencé à changer sa perspective et à discuter avec cette meuf et en fait de la percevoir comme un être humain et de voir que tout ce qu'on lui disait sur les femmes, ben, ça s'appliquait pas à cette femme-là. Et donc potentiellement, ça s'appliquait pas à toutes les autres femmes. Ça a commencé en fait à faire son chemin aussi, quoi. Donc et après, il y en a beaucoup, c'est leur meuf qui les a sauvés. Hein. Enfin, il y a beaucoup aussi de mecs qui ont rencontré des filles et les filles leur ont dit par contre ta misogynie c'est ciao en fait, enfin, c'est pas possible que tu parles comme ça, que tu te comportes comme ça, et certains ont changé. C'est pour ça que je suis un peu en mode oui repenti. Je me dis en fait si leur relation se finit pour une raison X ou Y, est-ce qu'il n'y a pas une potentialité de rechute? Voilà, donc là-dessus repenti peut-être, on sait pas, mais en tout cas il y a une vision de l'altérité, je dirais. Si tu rencontres des gens et tu te rends compte qu'ils sont humains comme toi. Et donc tu peux les humaniser. On a le droit de se laisser là, hein, vraiment, genre, je sens que tout le monde est en mode là, il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille fumer une clope. Et je vois des regards, c'est pour ça. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez dit. Je vais vous dire que j'ai 85 ans, donc vous pouvez imaginer que j'ai appris beaucoup de choses. Bon. Par contre, vous pourriez en apprendre aussi. Parce que moi, j'ai vécu une période où, je dirais, en ce qui me concerne en tout cas, je réglais mes problèmes avec les hommes au coup par coup. Au sécateur, donc. D'accord. Mais à cette époque-là, surtout, on n'avait pas conscience ni de notre force à nous collective, ni de ce qu'il pouvait y avoir un collectif en face. C'est-à-dire qu'on vivait les choses totalement individuellement. Moi, j'ai vécu une tentative de viol à laquelle j'ai échappé j'allais dire très facilement. Non. C'est un gars qui a voulu m'endormir avec du thé à la menthe et des petits gâteaux. Et moi, j'ai rien vu venir. Et je me suis sentie dormir. Je me suis sentie m'endormir. Et en plus, il a été trop rapide, il a été fermé le verrou, donc j'ai pas eu de mal à comprendre. Eh bien, je m'en suis sortie en lui disant, avant de m'endormir, je te préviens, si tu fais ça, il faut que tu me tues, parce que sinon, quand je me réveillerai, j'irai chez les flics. Eh bien, il n'a pas fait. C'était un risque. Il n'a pas fait. Il m'a ramené chez moi. J'étais en colocation avec une copine qui n'a pas compris pourquoi j'avais dormi pendant 18 heures, qui a quand même appelé un médecin pour dire qu'est-ce qui se passe. Le médecin a dit, bah, elle dort, laissez-la dormir. Bon. Et des choses comme ça. J'ai vécu un avortement, c'est-à-dire un curetage sans anesthésie, je ne vous dis pas, avec une bonne dame qui disait à mon copain, le responsable de la chose, appuie-lui sur le ventre au maximum, et toi, surtout, tu cries pas, parce qu'on était dans une chambre de CTU,
Donc, c'était pas vraiment le moment. Donc, vous voyez, moi, j'ai compris. À partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on était sur la bonne voie, qu'on avançait. Bon, alors ne parlons pas de Simone Veil, évidemment. Ça, c'était pour moi, c'était le summum. Hein, bon. Eh bien, là, ça fait déjà quelque temps. Bon, j'ai beaucoup appris avec MeToo. Mais je trouve que justement, ce qu'il y a d'intéressant actuellement, c'est que c'est du collectif. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous encouragiez. Il faut que vous vous lanciez dans le collectif, mais vraiment totalement. Il ne faut pas essayer, vous, de résoudre vos problèmes individuellement. En plus, si, mais en plus, il faut aller au collectif. Et moi, j'ai apprécié, mais d'une façon incroyable, ce que vous avez dit. Parce que je vous dis, bon... je fais pleurer, là. Vraiment, j'en suis à deux doigts. Non, je voulais vous le dire parce que c'est important. C'est important parce que ça me permet aussi de soutenir cette cause-là. Alors que pour l'instant, je pourrais complètement m'en désintéresser. Hein. Bon, non, je soutiens déjà quelques associations féministes, déjà depuis quelque temps, mais là, vous avez vraiment mis le doigt sur tout un tas de choses. Merci. On peut finir là-dessus. Ça vous va? À part qu'il y a d'autres questions? Mais on peut s'en parler individuellement après. Moi, ça me va aussi. Ça vous va? Merci tout le monde. Merci à toutes et tous.